On continue sur l'Ukraine rapidement, alors que les Américains perdent patience vraiment complètement avec la Russie. La Russie nous dit, on a eu un peu de développement, on se parlait dans les semaines précédentes à se demander, est-ce que la Russie va demander plus de territoire? Est-ce qu'elle va tout simplement prendre ce que les Américains lui donnent? Et on mentionnait le fait que, alors que Trump semblait perdre patience, il y avait une possibilité pour la Russie de manquer le train. Il y avait une possibilité, alors que les Américains sont prêts à leur construire un pont d'or pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il y avait un scénario très crédible dans lequel les Américains perdent patience parce qu'ils n'ont pas justement cette victoire facile et cette victoire grandiose que voulait Trump. Maintenant, la Russie, d'abord, lance quelques signaux comme quoi, vous savez, on n'est pas nécessairement fâché contre les Américains. Au contraire, la Russie s'est dite satisfaite de la proposition de l'administration Trump d'exclure l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme moyen de mettre fin à la guerre, mais n'a montré aucune urgence à parvenir à un accord. L'administration Trump a présenté cette idée dans le cadre d'un ensemble de propositions aux responsables ukrainiens et européens la semaine dernière, selon le Wall Street Journal. Les États-Unis attendent la réponse de l'Ukraine, attendue lors d'une réunion plus tard cette semaine. Donc, les Américains ont mis sur la table, noir sur blanc, pour la Russie, l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. On soumet d'abord à l'Ukraine. Tout le monde est d'accord avec ça? L'Europe, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, parfait. Pour ensuite le soumettre à la Russie. C'est l'étape du processus à laquelle on est en ce moment, mais déjà la Russie dit « Good, parfait, ça fait partie, oui, ça s'aligne avec notre position. » Maintenant, on a aussi des demandes additionnelles. Notamment, on demande qu'il n'y ait aucune force extérieure en Ukraine, qu'il n'y ait pas donc de fameuse force de réassurance, et que l'Ukraine donne additionnellement des territoires qu'elle contrôle toujours. Des territoires qui n'ont pas été conquis par la Russie, mais qu'on est beaucoup plus loin. On reviendra sur la carte dans une seconde. Alors que Trump, de son côté, prévient ouvertement que les États-Unis suspendront les négociations en l'absence de progrès. Pour le dire plus clairement, les Américains sont prêts à sortir de la pièce. Ils voient que ça va nulle part et ils perdent patience. Et Trump, au-delà de dire « ben, on ne veut plus négocier », le message, ça semble être « on va juste sortir de l'Ukraine au complet ». Si vous n'êtes pas prêt à faire un deal, personne, si Zelensky ne veut pas nous donner les minéraux, d'ailleurs, on a signé là-dessus cette semaine, pas le deal final, mais on a signé un mémorandum d'entente, essentiellement une promesse qu'on va s'entendre éventuellement. Ça ne veut rien dire, mais les Américains avaient besoin de quelque chose à parader à Washington. Apparemment, ils l'ont. Ils ont un bout de papier signé Zelensky qui dit « je suis à genoux et je vais éventuellement signer ». On essaie probablement de voir les négociations, dans quelle direction ça s'en va. Parce que justement, les Américains disent « si on n'est pas capable d'avoir une entente avec l'Ukraine, que Zelensky chie dans la pelle, que Poutine chie dans la... ben écoute, on va juste sortir d'ici, c'en est assez. » On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Les Européens, mêlez-vous avec tout ça. Armez l'Ukraine si vous voulez. Nous, on s'en va. Et ça, soyons clairs. D'un côté, ça peut être bon pour la Russie, alors qu'on disait, ben voilà, l'Europe ne peut pas substituer les États-Unis. Et à seconde que les États-Unis ont arrêté d'appuyer ouvertement l'Ukraine et de l'appuyer à travers, d'abord diplomatiquement, mais surtout en approvisionnement militaire, en munitions, en équipements, etc., à seconde que les Américains ont retiré leur appui, et on en avait parlé sur les coordonnées, le guidage, le ciblage, les informations, le renseignement, le front ukrainien s'est effondré. On disait en quelques semaines, ça a pris 16 secondes. Les Ukrainiens, le front s'est effondré sur des kilomètres. Alors, la Russie regarde ça aller et entend Trump qui dit « si ça ne fait pas, moi je m'en vais, je passe à autre chose ». Littéralement, ce sont les termes, c'est « we're going to move on ». On va passer à autre chose. Poutine pourrait se dire « nice, je vais juste défoncer l'Ukraine et prendre tout ce que je veux avoir ». Alternativement, il pourrait aussi se dire « je vais rater le train ». Si les États-Unis sortent la négociation, et oui, arrêtent d'armer l'Ukraine, etc., oui, OK, mais ça veut aussi dire qu'ils arrêtent de mener la négociation. Et que soudainement, mon interlocuteur, c'est plus Donald Trump qui veut un deal absolument et qui est prêt à tout me donner, ça devient Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Chancelier allemand, président français. Là, on a un gros problème. Là, on a un gros problème. Et si je m'appelle Vladimir Poutine, je ne sais pas lequel qui est le mieux, honnêtement. Défoncer l'Ukraine, mais ensuite tu négocies avec les Européens. T'es aussi bien de négocier avec les Américains et d'obtenir ce que tu veux à travers ton défonçage de l'Ukraine par la négociation.
Donc, c'est ce que signalent les Américains, de dire, là, si ça va nulle part, nous, on passe à autre chose. D'autant Trump a été par ses déclarations que Marco Rubio lui-même. Le président Trump a déclaré que les États-Unis suspendraient leurs efforts pour négocier si des progrès n'étaient pas réalisés rapidement. Et là, on parle de quelques jours, en fait. S'exprimant dans le bureau ovale, Trump avertit que sa patience envers le processus diplomatique pourrait prendre fin très rapidement si des progrès n'étaient pas réalisés. Si, pour une raison ou une autre, un des deux partis rend les choses très difficiles, nous dirons simplement « Vous êtes stupides, vous êtes des idiots, vous êtes des gens horribles, et nous passerons notre tour. » Mais j'espère que nous n'aurons pas à le faire, a déclaré Trump. Secrétaire d'État Rubio a déclaré plus clairement, plus tôt vendredi, que les États-Unis se tourneraient vers d'autres priorités diplomatiques s'ils estimaient qu'un accord n'était pas réalisable dans les prochaines semaines. Rubio a rencontré jeudi à Paris des responsables ukrainiens et européens, ainsi que l'envoyé spécial Steve Witkoff, Keith Kellogg. Rubio a déclaré que les États-Unis ont présenté un cadre sur la manière dont la guerre pourrait être terminée. Donc, on vous a fait une proposition, y compris pour un cessez-le-feu, qui a été refusé d'ailleurs par la Russie. La France a accueilli les réunions de jeudi, a déclaré qu'une réunion suivait à Londres la semaine dernière avec des responsables américains. Moi, c'est surtout cette déclaration de Rubio qui est très claire, comme quoi, si jamais ça va nulle part, on doit déterminer au cours des prochains jours si ça peut donner quelque chose. Et si on réalise au cours des prochains jours que l'Ukraine ne veut pas aider, que la Russie ne veut pas aider, on passe tout simplement à autre chose. Et maintenant, essayons de comprendre ce que veut dire passer à autre chose. Est-ce que ça veut dire on va arrêter de négocier, on va continuer à appuyer l'Ukraine fera sa guerre, nous on sort du processus de négociation? Ou est-ce que ça veut dire we move on complètement? Arrangez-vous avec ça. C'est ça qui n'est pas complètement clair en ce moment. Si ce qu'on dit, c'est « je me retire, mais je continue à appuyer l'Ukraine », Poutine devrait paniquer en ce moment. Il veut négocier avec Trump. C'est le meilleur interlocuteur pour arriver à un deal favorable pour les intérêts de la Russie, sur la question des sanctions spécifiquement. Nord Stream, etc. On avait ça sur la table la semaine dernière, à quel point c'est lunaire où on en est dans la négociation en termes de concession à la Russie. On veut négocier avec Trump. Mais si on perd le train, si Trump décide qu'on ne veut rien savoir, puis on continue à appuyer l'Ukraine, là, vous êtes dans la merde. Parce que on voulait le beurre et l'argent du beurre, on n'aura ni l'un ni l'autre. Alors, d'ailleurs, les demandes de la Russie, qui me semblent, quand on parlait complètement lunaire, on devrait se les mettre à l'écran. Je sais qu'un segment d'écran à la télévision, ça aide parfois pour clarifier tout ça. Donc, passons à l'écran, on va regarder ensemble la situation sur le terrain en Ukraine et ce que demandent les Russes. Vous allez voir, c'est hallucinant. Alors, ce que je voulais vous montrer à l'écran, puis vous comprendrez pourquoi l'utilisation du graphique ici, des images, va nous aider beaucoup, c'est la situation en fait en Ukraine, celle qu'on connaît depuis un certain nombre de mois, qui n'a pas beaucoup bougé. Donc, la zone occupée par la Russie, bien sûr, ce pont terrestre qui a été commencé depuis Luhansk, Donetsk, prolongé à travers Zaporizhzhia jusqu'à Kherson, la zone de la Crimée, bien sûr, qui est sous le contrôle actuellement de la Russie. Et on a des prétentions sur tout ce qu'il y a de l'autre côté de la rivière. Et voilà donc, en fait, la base de la négociation et le problème devant lequel on se trouve actuellement. Parce que si la Russie contrôle cette portion, voici ce qu'elle réclame. Tout ça, à peu près le double de ce qu'elle détient actuellement, de ce que ses troupes occupent. Vous voyez la ligne de partage en rouge foncé, tout le long ici. La Russie veut essentiellement doubler la superficie qu'elle contrôle. D'où viennent, disons, ces spéculations? Ce sont des déclarations d'autant de Poutine que de certains de ses généraux qui, évoquant la situation sur le terrain, disent « Attention, on ne peut pas avoir une paix durable tant qu'il y a des troupes ukrainiennes sur la rive ouest, en fait la rive est dans ce cas ici, mais la rive ouest, beaucoup dont il est question, du fleuve Dniepr. Le fleuve Dniepr qu'on voit un peu moins bien, qui traverse ici, qui coupe vers Zaporizhzhia. On a fait exploser, bien sûr, ici le barrage hydroélectrique Nova Kakhovka, qui a créé toute une zone inondée. Et le fleuve remonte ensuite vers le nord-ouest jusqu'à sur Kiev. Les Russes disent, tant et aussi longtemps que les Ukrainiens contrôlent une portion de la rive ouest du côté de Dniepr, alors ça introduit un risque pour les Russes. On ne pourra jamais être en paix du côté est
Et encore plus, on nous parle de la navigation sur le fleuve Dniepr, des ressources, du commerce, etc. On dit, oubliez ça, tant que les Ukrainiens sont de l'autre côté et qu'on a essentiellement une armée ennemie, on ne pourra jamais avoir du développement économique dans cette région. On ne pourra jamais avoir un contrôle sécuritaire sur la région de Zaporijjia. Juste ici, centrale nucléaire, en fait. Et les Américains, en réponse à tout ça, la proposition qu'on fait, comme on avait évoqué un peu tout à l'heure, dans l'esprit des propositions américaines, personne ne veut rien savoir, bien sûr. Mais les Américains disent, on pourrait former un petit territoire américain juste ici, au cœur. Et ce qui permettrait donc de rester dans la formule actuelle, où vous voyez ce que les Russes contrôlent, et dire, si on forme un petit territoire américain juste ici, près de Zaporijjia, près de la zone inondée et de la centrale nucléaire, ça permettrait d'avoir une zone tampon contrôlée par les Américains entre les deux. Les Américains prendraient le contrôle de la centrale de Zaporijjia, ce qui a été mis sur la table déjà d'ailleurs. On se demande à qui viendra cette centrale nucléaire au bout de la ligne, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la centrale de Zaporijjia alimente en électricité beaucoup des régions de l'Est. Donc, qui le contrôle? Si on le donne aux Ukrainiens, il faudrait un contrat, il faudrait quelque chose, ce serait excessivement compliqué. Et les Ukrainiens, bien sûr, le réclament. La Russie le réclame. Les États-Unis disent, on pourrait arrêter tout ça, nous, on prend le contrôle et on garde la ligne où elle se trouve actuellement. La Russie dit, non, c'est ce qu'on appelle Novorossia, la nouvelle Russie. Ça inclut l'oblast d'Odessa, Mykolaiv, Dniepr, Kharkiv, Louhansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson et bien sûr la Crimée. On se retrouve avec le contrôle complet sur la côte méditerranée de l'Ukraine. Et c'est ce qui est terrifiant là-dedans. Et vous comprenez, c'est un scénario qu'on avait évoqué au début de la guerre, à se demander dans quelle direction tout ça peut aller, quels seraient les objectifs finaux de la Russie, mais d'autant plus, quels seraient les objectifs défensifs de l'Ukraine. Et le principal objectif, celui qu'on ne pouvait bien sûr éviter, short de l'effondrement du pays. Quel serait le pire scénario pour l'Ukraine? L'enclavement. D'être enclavé et de perdre l'accès à la mer à travers, bien sûr, la prise de ces territoires ici sur la Méditerranée. La Crimée était une perte considérable pour l'Ukraine parce qu'on avait des installations portuaires qui ont été immédiatement récupérées par la Russie. La Russie travaille à partir du port de Sébastopol aujourd'hui et a une flotte importante. On l'a déplacée à travers la guerre pour la sortir, si on veut, de la ligne de feu. Mais les Russes ont aujourd'hui une capacité de projection importante sur la Méditerranée et on s'en parlait en passant la semaine dernière, il y a 2 semaines. On évoquait, il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, on parlait de la Syrie et je vous mentionnais le fait que les Russes ont un gros intérêt à être présents en Syrie à travers la base de Tartus et de Haimim. Les bases militaires, spécifiquement, surtout Tartus, qui est une base navale. Je vous avais montré à la carte que si ce n'est pas de Tartus, la Russie n'a pas accès à un port qui n'est pas gelé 6 mois de l'année. Les seuls ports en eau douce, ou en eau, devrais-je dire, les seuls ports en eau dégagée de la Russie seraient sur la Crimée. On n'a pas beaucoup de possibilités là-dessus. Kaliningrad, encore une fois, on est enclavé par l'OTAN. Donc la Russie avait un intérêt majeur à être présente en Syrie juste pour avoir accès à la mer. Même chose avec la Crimée. On obtient un accès à la mer directement sur la Méditerranée. C'est très intéressant. Bien sûr, on avait quand même des installations russes de l'autre côté, mais la Crimée offre cette base permanente que la Russie convoitait depuis un moment. Maintenant, la question de l'enclavement pour l'Ukraine, ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe totale. C'est probablement pourquoi la Russie met ça sur la table. Probablement. À travers des demandes jusqu'au boutistes et maximalistes, on fait un peu ce que fait Trump avec tous les autres, en élargissant la fenêtre de l'indésirable et de l'intolérable. Certes, faire des concessions à la Russie, par exemple, sur l'entièreté de l'oblast de Kherson, l'entièreté de Zaporijjia, Donetsk, ce que moi j'évoquais d'ailleurs la semaine dernière. C'est ce que je vous disais, le scénario le plus réaliste serait que la Russie dise, écoutez, on voulait ces oblasts ici, ce sont les régions russophones, c'est là que la population est concentrée, c'est là que la plupart des combats étaient concentrés. Faites juste nous donner ce qui nous manque dans ces oblasts et on va utiliser la frontière existante comme frontière nationale. Ça aurait été tout à fait raisonnable.
Maintenant, les Ukrainiens ne veulent pas donner plus que ce que les Russes contrôlent actuellement, naturellement. Ils disent, vous voyez, on s'est battu pour chaque centimètre de ce territoire pour empêcher justement les Russes de prendre le contrôle de la rive ouest dans la région de Zaporijjia, etc. Alors, on ne veut rien savoir. Comment leur faire accepter? Leur montrer cette carte. Soudainement, ça a pu l'air si mal. Soudainement, la proposition de juste accepter des territoires additionnels, ça semble raisonnable et ça me semble donc, ce que je vous disais tout à l'heure, par l'intolérable et l'indésirable. Les Russes font des propositions maximalistes dans la négociation actuelle et ça, dans le contexte où Trump dit qu'il n'a plus de patience. Où Trump dit qu'il est prêt à walk away, à laisser tomber tout ça et que ça s'en va nulle part et qu'on va move on. Qu'est-ce qui arrive avec ça si on décide justement de move on? Est-ce que les Européens peuvent empêcher ce scénario? Est-ce qu'une force de réassurance européenne peut aller défendre vraiment, empêcher la progression de l'armée russe sur ces territoires, alors qu'on sait pour fait que la dernière fois que les Américains ont retiré leur appui à l'Ukraine, cette ligne s'est mise à progresser plus rapidement qu'au cours des 3 dernières années? Vous comprenez donc l'état de la négociation actuellement. Il y a une espèce de... Il y a des cartes qui sont sur table des deux côtés. La Russie met les siennes, les Américains ont mis les leurs, et l'Ukraine, maintenant, est probablement celle qui doit bouger. On a proposé un cessez-le-feu à la Russie, un cessez-le-feu de 30 jours en passant. La Russie a refusé. La Russie a dit « laisse faire, on fait ce qu'on veut ». On veut une résolution complète au conflit. Et en fait, là-dessus, Peskov, le porte-parole du Kremlin, porte-parole de Poutine, par extension, nous dit que le Kremlin n'est dans aucune presse d'arriver à une entente. Et ça, en passant, c'est en réponse à la déclaration de Trump, comme quoi on est prêt à passer à autre chose. Poutine dit « on ne se fera pas donner un time frame, on ne se fera pas donner un échéancier pour la négociation. Ça va prendre le temps que ça prend. » Le message aux États-Unis, c'est « fuck you ». On continue avec un autre dossier extrêmement intéressant dans le Middle East Eye, surtout toujours sur le même terme, la Russie, la Turquie, l'Ukraine. La Russie aurait remis à la Turquie des preuves d'attaques ukrainiennes contre le gazoduc Turk Stream, un gazoduc qui passe sous la mer Noire, qui connecte donc la Turquie à la Russie et qui aurait été attaqué directement par les forces spéciales, on le présume, ou de l'armée ukrainienne directement. Les Turcs ne sont pas un acteur dans ce conflit. C'est donc un peu pourquoi la Russie tente de les informer au fur et à mesure. Bien sûr, il faut comprendre au contraire que la Turquie s'est un peu rangée avec l'Ukraine depuis le début à travers l'application extrêmement rigoureuse et sévère des traités de Montreux. Traités de Montreux qui, essentiellement, puisque la Turquie a le contrôle sur le Bosphore, sur le Dardanelles, sur les détroits qui donnent accès à la mer Noire, elle est responsable de l'accès des navires de guerre à la mer Noire. Et elle est la seule, en théorie, qui peut empêcher des marines de guerre d'entrer dans la mer Noire. En temps de conflit, les traités de Montreux demandent à la Turquie d'interdire le passage de 95% des navires de guerre. Il y a quelques exceptions, mais la plupart des navires de guerre n'ont pas accès à la mer Noire en raison des traités de Montreux. Et vous comprendrez, ceux qui ont une marine à amener sur le combat, à amener au front, c'est beaucoup plus la Russie que l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas de marine, elle n'a pas de force navale. La Russie aurait pu faire venir des navires, les placer dans la mer Noire et pilonner le territoire ukrainien. La Turquie l'a empêché. Par le fait même, et c'est un peu, oui, rangé avec le droit international, etc., mais aussi avec l'Ukraine. Elle a favorisé la posture ukrainienne. On apprend maintenant que les Ukrainiens, en tout cas on apprend, la Russie nous dit aujourd'hui que les Ukrainiens auraient attaqué des infrastructures stratégiques, disons-le, extrêmement importantes, de la Turquie à travers le gazoduc Turk Stream, un gazoduc qui approvisionne la Turquie en énergie, une portion de l'Europe par extension, et qui est typiquement une infrastructure qu'on s'attendrait épargnée par les Ukrainiens. Au contraire, le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces ukrainiennes avaient ciblé une station de compression de gaz desservant Turk Stream à Krasnodar en utilisant 9 drones d'attaque kamikazes. Donc d'abord des attaques contre les infrastructures en Russie, mais aussi sous la mer, des attaques qui auraient été organisées par les Ukrainiens à plusieurs reprises, alors qu'on aurait tenté de frapper le gazoduc à l'aide de drones et d'autres moyens.
Un haut responsable turc a déclaré au Middle East Eye que l'analyse d'Ankara concordait avec l'opinion de Moscou selon laquelle l'Ukraine visait effectivement le gazoduc. Depuis le début de la guerre, la Turquie évolue sur la corde raide entre la Russie et l'Ukraine. Si Ankara fournit à l'Ukraine des armes de pointe, effectivement, notamment des missiles à guidage laser, des drones armés, elle a également maintenu des relations commerciales et diplomatiques avec Moscou. Absolument, la Turquie a refusé d'entrer dans cette espèce d'isolation de la Russie et ne peut pas se le permettre, en fait. Historiquement, la Russie ne peut pas se le permettre. Elle doit garder une relation au moins productive avec la Russie. Alors, information intéressante, comme quoi les Ukrainiens auraient été actifs beaucoup plus que seulement sur Nord Stream, mais aussi sur Turk Stream, à essayer de briser les leviers de revenus de l'État russe.